bienvenue sur cette conférence sur le rêve lucide. Durant cette conférence, on va un peu étudier ensemble le rêve et surtout le rêve lucide, de ses origines historiques à ses études scientifiques et on terminera par un peu de pratique. Donc déjà, qu'est-ce qu'un rêve lucide? Je vais reprendre la définition donnée par Wikipédia. Donc un rêve lucide, c'est tout simplement un rêve durant lequel le rêveur a conscience d'être en train de rêver. L'étymologie, elle a été introduite en 1867 par le marquis et écrivain français Léon d'Hervé de Saint-Denis. Il avait écrit un livre du coup qui s'appelle Les rêves et les moyens de les diriger. C'est une des œuvres majeures d'ailleurs sur un peu l'écosystème du rêve lucide. Donc on va commencer avec un petit peu d'histoire. Donc concernant l'historique du rêve lucide, il est très probable que le rêve lucide il existe depuis l'aube de l'humanité, même si on n'en a aucune preuve ou aucune trace qui remonte à aussi loin. Pour l'anecdote aussi, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls êtres vivants sur Terre à rêver. Il y a aussi pas mal d'animaux. On reverra ça un peu plus tard. En tout cas, on est la seule espèce à faire des rêves lucides. En tout cas, il y a des fortes chances qu'on soit la seule. Donc, au niveau de l'histoire, les premières traces écrites, on les retrouve dans l'Antiquité grecque. Donc, on a Homère qui cite notamment dans un de ses ouvrages des rêveurs qui se savent dormir. On a Aristote, quant à lui, qui fait la première mention explicite du phénomène du rêve lucide en stipulant qu'un rêveur peut être conscient de rêver. Un peu plus tard, en 415, il faut cependant attendre plusieurs siècles pour en trouver un récit vraiment écrit. Donc il s'agit d'une lettre en fait de Saint Augustin où il fait mention d'un rêve lucide qui lui a été rapporté par un médecin nommé Gennadius. Dans ce rêve, le médecin il prend conscience d'être dans un rêve car un personnage vient l'en informer. Un peu plus tard, au 7e siècle, on a le soufi Ibn el-Arabi. Donc, pardon, c'était au 12e siècle. Au 12e siècle, dans la civilisation islamique. Donc, ce soufi, il était connu comme un grand maître et il aurait préconisé d'être capable de contrôler. Il a dit qu'il était capable de contrôler ses rêves et il a dit que ça apporterait, selon lui, des grands bénéfices à l'individu. Un peu plus tard, au 13e siècle, on a saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas d'Aquin, il propose une explication au rêve lucide. Il remarque que le phénomène est plus courant vers la fin du sommeil. On a aussi des traces du rêve lucide dans le bouddhisme tibétain. Donc les bouddhistes tibétains, ils inventent ce que l'on appelle le yoga du rêve. Il est développé par un ensemble de pratiques méditatives lors d'un rêve lucide. Donc les rêveurs, ils doivent notamment effectuer un certain nombre d'actions durant leur rêve pour réaliser à bien ce yoga du rêve. Son principe est de reconnaître durant le rêve que l'on est en train de rêver afin de percevoir la dimension illusoire et modifiable volonté des productions oniriques. Donc ce yoga, il trouve ses origines au nord de l'Inde dans ce que l'on appelle les 6 yogas du Naropa, qui ont été rédigés au XIe siècle. On retrouve ce type de pratique aussi au Tibet, dans divers aspects des pratiques d'origine chamaniste de la religion Bon. Donc les bouddhistes tibétains, ils vont un peu plus loin qu'en Inde, puisque eux, ils ajoutent à la pratique du rêve lucide la fonction de préparer notre mort. Donc ils comparent la mort à un rêve dans lequel on peut être conscient d'être mort ou non, de la même façon que l'on peut être conscient de rêver ou non. Un peu plus tard toujours, en 1619, on a Descartes qui fit un rêve lucide qu'il considéra comme fondamental dans sa carrière. Il a noté aussi que durant l'Inquisition, le rêve il fut considéré comme inspiré par des forces démoniaques, donc son étude et son interprétation, elles ont été interdites. Donc ça explique pourquoi on ne retrouve pas beaucoup, voire aucun écrit sur le rêve lucide avant le 19e siècle. Pour un peu plus d'étymologie, le mot rêve, il est apparu en 1674 chez Malebranche, dans un de ses ouvrages qui s'intitule De la recherche de la vérité. Donc c'était un verbe dérivé de rêver. Le verbe rêver, anciennement orthographié resver, vers 1630 ou river vers 1240, signifiait radoter, divaguer. Donc jusqu'au XVIIe siècle, en fait, rêver, ça a eu un peu le sens de radoter, de délirer, de déraisonner. Donc au fur et à mesure du temps, il a perdu un peu son sens péjoratif pour entrer en concurrence avec songer.
qu'il finit par remplacer au XIXe siècle pour désigner l'activité physique du sommeil. Et ensuite, donc j'en parlais tout à l'heure, le mot rêver, ouais, donc ça je l'ai dit. Et donc c'est le marquis de Saint-Denis qui pour la première fois parle vraiment de rêve lucide. Il a introduit dans son ouvrage en 1867 dans le rêve et les rêves et les moyens de les diriger. Donc c'est la première véritable œuvre sur le rêve lucide où le mot rêve lucide est posé. On découvre comment le pratiquer par un ensemble de méthodes, etc. Donc ensuite, on va parler un petit peu du point de vue un peu plus scientifique du rêve. Donc déjà, les phases de sommeil. Donc avec le rêve et de manière générale, comme je disais tout à l'heure, toutes les activités mentales, elles ont été souvent dans le domaine de la subjectivité. Et il faut attendre à peu près les années 50, 1950, pour que le sommeil et le rêve fassent l'objet d'études un peu plus poussées. Donc le rêve, il a été l'objet d'expérimentations pour la recherche en psychophysiologie, en neurobiologie et de manière générale pour les neurosciences. Donc, durant le XXe siècle, les études scientifiques des rêves, elles ont considérablement progressé, notamment grâce aux scanners. Les scientifiques ont découvert que les rêves, en fait, c'est des boucles d'activité cérébrale qui se reproduisent nuit après nuit. Donc, une nuit de sommeil, en fait, ça se déroule en 4 phases de sommeil qui constituent un cycle. Chaque cycle a à peu près une durée moyenne de 90 minutes et en fait, ça se répète jusqu'au réveil. Donc vous avez des cycles avec des phases de sommeil que l'on va voir. La première phase de sommeil, c'est ce que l'on appelle le sommeil lent léger. Alors le sommeil lent léger, qu'est-ce que c'est? C'est un sommeil qui est caractérisé par des somnolences. En fait, c'est à partir de ce moment-là, généralement, où le corps il réduit son activité, notamment la fréquence cardiaque, le tonus musculaire. Et c'est durant cette phase que que des images peuvent survenir, et des sons aussi. C'est un peu, voilà, dans cette phase, vous avez les concepts, les sons qui se mélangent dans votre esprit et qui se bousculent devant vos yeux. Et c'est ce que l'on appelle l'hypnagogie. Donc l'hypnagogie, du coup, c'est l'activité mentale caractérisée par des images, des sons ou des concepts. Donc cette première phase, elle peut durer jusqu'à à peu près 20 minutes. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est le sommeil lent. Donc après quelques minutes, on passe au stade 2 du sommeil. Le sommeil devient un peu plus profond, mais il est encore facile de vous réveiller. À ce moment-là, un bruit ou une lumière, ça peut suffire à vous réveiller. Ce stade, il représente environ 50% du sommeil total, donc c'est une phase assez longue. Ensuite, dans la troisième phase, on a le sommeil profond, donc c'est le moment où l'on est profondément endormi, la respiration et le cœur ont un rythme régulier et le corps ne bouge pas. C'est une phase où c'est assez difficile de se réveiller, le cerveau il devient de plus en plus insensible aux stimulations extérieures, donc soit le bruit, les lumières, etc. C'est plus compliqué de vous réveiller. Donc c'est la phase du sommeil durant laquelle on récupère le plus de la fatigue physique accumulée au cours de la journée. Tout l'organisme il est au repos et il récupère. Donc ça représente environ 20 à 25% du temps de sommeil total. Et ça intervient particulièrement au début de la période de sommeil, mais après un petit peu ces deux phases-là. Donc si on vous réveille pendant cette phase, c'est très rare que vous arriviez à vous souvenir de quoi que ce soit. C'est aussi durant cette phase d'ailleurs que se produisent tout ce qui est terreur nocturne, somnambulisme, et l'observation des ondes lentes de basse fréquence a démontré que nous rêvons aussi pendant cette phase-là. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal. Donc en fait, le sommeil paradoxal, c'est là où on rêve le plus. Donc les rêves qui surviennent généralement pendant le sommeil paradoxal, c'est des rêves qui sont un peu plus complexes. Son nom à la base, il vient du paradoxe entre les signes d'un sommeil profond, c'est-à-dire que le corps il est totalement relâché, immobile, et à la fois les signes d'éveil, parce qu'il y a une activité cérébrale qui est assez intense, beaucoup de mouvements oculaires, on y reviendra, ce qu'on appelle les mouvements oculaires rapides. C'est un chercheur français qui a proposé l'expression d'ailleurs sommeil paradoxal. La durée du sommeil paradoxal, elle augmente progressivement au cours de la nuit, mais ça représente environ 20% du sommeil total. Selon plusieurs études, le sommeil, du coup, il est composé de stades identiques au cours de la vie, mais son organisation, elle varie beaucoup selon l'âge. Quand on est plus vieux, par exemple, on a une diminution du sommeil profond, une augmentation des éveils, mais en clair, on n'est pas tous égaux face au sommeil.
Donc pour la petite anecdote, j'en parlais tout à l'heure des animaux. Donc comme nous, il y a par exemple les pieuvres qui traversent différentes phases de sommeil. Et l'une d'elles, elle ressemble étrangement au sommeil paradoxal humain. Donc le lieu où se produisent la plupart des rêves. Concernant les animaux toujours, l'enregistrement des ondes cérébrales permet de penser que puisque tous les oiseaux et un peu tous les mammifères possèdent une phase de sommeil paradoxal, ils font aussi des rêves. Après, si tous les animaux un peu à sang chaud rêvent, c'est pas le cas des reptiles et d'autres animaux à sang froid. Voilà, donc la durée de phase aussi paradoxale, elle varie un petit peu entre les espèces. Elle est d'environ 200 minutes. Les cycles, ils sont d'environ 200 minutes chez le chien ou le chat, alors que c'est environ 90 à 100 minutes chez l'homme. Chez les oiseaux, c'est quelques secondes. Voilà, autre petite anecdote sur les phases de sommeil. Chaque nuit, vous vous réveillez tous pendant quelques instants, plusieurs fois par nuit, souvent, mais vous n'en avez aucun souvenir. C'est souvent à ce moment-là, lors de ce petit réveil, qu'en fait vous recommencez le cycle. Donc ensuite, pour aller un peu plus loin dans la science, donc le rêve lucide, il faut savoir que c'est quand même un sujet qui est encore très peu étudié. Même s'il y a des récentes recherches qui suggèrent qu'il s'agit d'un état hybride de conscience éveillée et de sommeil. Alors dans le passé, malgré les témoignages comme ceux d'Aristote et d'autres, le rêve lucide, comme je disais, il a longtemps été accueilli avec scepticisme. Le concept de sommeil conscient paraissait autrefois absurde. Il y a même des philosophes qui ont écrit dans des ouvrages que le rêve lucide c'était une absurdité irréaliste. Faute de preuves objectives, du coup, les hypnologues, ce que l'on appelle les hypnologues, c'est les médecins spécialistes du sommeil, ont mis en doute le fait que le cerveau soit capable d'atteindre en rêve un niveau de conscience et de fonctionnement mental aussi élevé. Et donc il faut attendre en fait la fin des années 70 pour avoir des premières preuves scientifiques. Donc la première preuve requise, elle fut fournie grâce à une nouvelle technologie faisant appel à des signaux transmis par les mouvements oculaires, on en parlait tout à l'heure. Donc en fait, c'est une technique développée de manière indépendante par des chercheurs de l'université Stanford et aussi un petit peu en Angleterre. Donc cette technique, en fait, elle était fondée à partir des recherches antérieures menées par William Dement et Rolf Warg. Donc eux, ils avaient en fait démontré que les directions des mouvements oculaires enregistrés durant le sommeil paradoxal, ça coïncidait parfois avec les orientations du regard en rêve rapportées par les sujets. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en fait, dans votre rêve, par exemple, vous allez regarder à droite, à gauche, et bien en fait, les scientifiques, ils analysent qu'il y a des mouvements oculaires qui correspondent à ce mouvement-là, de droite et de gauche. Et on verra plus tard que grâce à ça, on peut arriver à rentrer en communication avec des rêveurs. Quelques chiffres maintenant. Donc, en moyenne, 5, c'est le nombre de moyenne de rêves que l'on fait chaque nuit. On fait environ 100 000 rêves dans une vie. Un humain sur deux environ expérimente au moins une fois le rêve lucide. Mais tout le monde peut y arriver. Après, il faut un peu de travail. On en parlera tout à l'heure. Il faut savoir aussi que les rêves, c'est très souvent lié aux événements quotidiens de vos vies. En moyenne, il y a 30% des rêves qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Vous êtes sur Mars, vous êtes un conquérant de la galaxie du Pluton. Et il y a 70% de rêves qui sont liés, eux, à des événements réels. Donc dans ces 70% d'événements réels, on a 38% de rêves qui représentent des événements qui ne se sont pas encore produits, donc votre futur. On a 14% de rêves événementiels qui sont en rapport avec la veille, 9% de rêves événementiels en rapport avec la semaine écoulée et environ 9% de rêves événementiels qui datent de plusieurs semaines, voire plusieurs années, donc votre passé. On constate plus souvent que vos rêves d'événementiel, c'est un peu le reflet de vos angoisses, puisqu'il y a beaucoup de rêves qui correspondent à des dates futures. Sachant que 80% des émotions ressenties dans les rêves sont négatives. Le cauchemar, il est un peu omniprésent dans les rêves. Et en tout cas, c'est celui qui marque le plus votre esprit. Donc le plus souvent, vous allez plus vous souvenir de vos cauchemars que de vos rêves bienfaiteurs, on va dire. Et c'est pour ça que le rêve lucide, c'est notamment une bonne solution pour lutter contre les cauchemars, parce qu'on arrive du coup à les transformer rapidement en quelque chose de beaucoup moins néfaste. Et voilà, donc ensuite aussi, il y a une différence un petit peu entre les hommes et les femmes, donc ça je vous laisse observer un petit peu le graphique.
Mais en tout cas, voilà, le rêve lucide, du coup, c'est une application qui est assez prometteuse contre les cauchemars et tous les stress post-traumatiques. En 2014 aussi, il y a des travaux qui ont établi que des stimulations électriques transcrâniennes effectuées en plein sommeil paradoxal, ça permettait d'éduire un éclair de lucidité dans 70%, dans 77% des cas. Donc c'est assez énorme. Donc du coup, on peut imaginer dans le futur que chacun aura son petit casque de sommeil et au cours de la nuit, en fait, vous allez avoir une décharge et vous allez pouvoir faire plein de rêves lucides. Donc ensuite, on va s'attarder rapidement, comme je disais, j'étais un peu dans le cas, dans les bienfaits du rêve lucide. Donc dans ces bienfaits-là, on a tout ce qui touche à l'inspiration artistique. À ce sujet, on peut citer pas mal d'anecdotes modernes sur les rêves qui ont aidé des artistes. On a notamment les Beatles, par exemple, qui ont composé certaines musiques entendues dans des rêves, certaines dans des rêves normaux, d'autres dans des rêves lucides, je crois. Il y a le cas notamment de Yesterday, de Paul McCartney. En fait, pour l'histoire, il avait entendu ça dans un rêve, et dès qu'il s'est réveillé, il a été composé la musique. Il y avait aussi, par exemple, un autre grand succès des Fab Tours, Let It Be. Lui aussi a été inspiré comme ça dans un rêve. Il y a d'autres artistes aussi qui ont reçu des paroles, comme Sting du groupe The Police. Lui aussi, il y a plusieurs années, dans une interview, il a déclaré en fait qu'il s'était réveillé au beau milieu de la nuit avec en tête la phrase de la musique Every Breath You Take. Et du coup, il a immédiatement transformé en chanson. Et d'ailleurs, c'est une des plus connues du groupe. Donc les rêves lucides, c'est très bien pour ça, parce que du coup, quand vous êtes lucide, vous pouvez très bien dire, vous pouvez très bien faire apparaître quelqu'un et lui dire joue-moi une musique, et souvent en fait, même si on n'est pas très artistique à la base, étrangement, on peut entendre de très belles mélodies, et du coup, ça peut vraiment être quelque chose de qualitatif pour les artistes. Ensuite, on a tout ce qui est lutte contre la dépression. Donc la lutte contre la dépression et l'anxiété. Comme j'ai dit tout à l'heure, souvent on peut transformer ces cauchemars et ça aide aussi tout ce qui est stress post-traumatique. Il y a une étude de neurologie de Matthew Walker de l'université Berkeley qui a conclu que le cerveau il avait la capacité de réduire le stress pendant le sommeil paradoxal. Donc lui en fait souvent ce qu'il faisait il a fait des recherches comme ça et il a fait une véritable thérapie un petit peu inconsciente sur des patients. Juste parler là, j'ai mon casque qui s'est débranché. Je vais régler ça 2 secondes. Ouais, c'est bon. On m'entend toujours, hein. Ok, donc ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est un bon moyen aussi pour lutter contre les cauchemars. Et enfin, un petit peu, on a le sentiment de liberté, donc ça c'est un peu le côté fun, mais clairement vous pourrez faire à peu près n'importe quoi en fait dans un rêve lucide. Il y a juste votre pouvoir de persuasion après qui fait le reste, mais du coup vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, voler, braquer une banque, des choses que vous ferez jamais dans la vraie vie j'espère. Ensuite, on a des études du coup récentes, donc je vais citer quelques études, on va en parler. Donc une de celles-ci, c'est rentrer carrément en communication avec le rêveur. Donc il y a une communication rêveur éveillé qui s'effectue. Donc là, en fait, c'est des chercheurs de l'INSERM. Ils ont réussi à rentrer en contact avec des personnes endormies et à dialoguer avec le rêveur. Donc c'est une première qui va permettre d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre cerveau. Il y a 4 groupes de chercheurs en fait qui ont communiqué dans les deux sens avec des rêveurs lucides. C'était pas avec des simples rêveurs, c'était des rêveurs lucides. Et une fois sur 5, en fait, ceux qui étaient testés, ils ont répondu de façon correcte aux questions précises qui étaient posées par les scientifiques. Alors on peut se dire qu'une fois sur 5 c'est peu, mais en fait c'est largement suffisant pour démontrer que l'étude elle est très sérieuse. Et pour l'exemple, du coup, comment ça s'est passé? Les chercheurs, en fait, ils ont posé des questions à voix haute à un rêveur volontaire. Par exemple, est-ce que tu aimes la confiture? Ils lui ont demandé de faire la différence entre le haut, le bas, etc. Et pour répondre, du coup, le sujet, il devait par exemple sourire pour dire oui ou froncer les sourcils pour dire non. Et après, grâce au mouvement oculaire, comme j'expliquais tout à l'heure, ils ont réussi à capter un petit peu les réponses. Avant le test, du coup, ils s'étaient fait un petit peu un langage entre eux, un code, et ça a très bien fonctionné.
Donc notamment on a un rêveur qui, quand il s'est réveillé, il a raconté qu'il était en train de faire la fête avec ses amis, et puis d'un coup il a entendu la chercheuse, comme si c'était une voix divine. Donc les intérêts de cette étude, c'est d'abord les chercheurs ils vont pouvoir approfondir leurs connaissances sur la conscience, ils vont pouvoir définir plus précisément aussi les zones du cerveau qui dorment et celles qui sont en éveil. Ensuite, ça permettra de mener des expériences sur nos capacités pendant la phase de sommeil paradoxal. Les chercheurs du coup de l'INSERM, ils imaginent un test sur des questions auxquelles le volontaire il n'a pas su répondre pendant qu'il était éveillé et il pourrait apporter des réponses durant son sommeil, développer un peu des capacités cachées. Et puis ces recherches, ils intéressent aussi un peu les médecins, ceux qui ont notamment des patients dans le coma ou dans un état végétatif, parce que du coup, c'est un nouveau type de communication qui pourrait être mis en place et qui permettrait d'entrer en contact avec ces patients-là qui perçoivent le monde extérieur, mais qui ne sont pas capables de le faire savoir. Donc ça, c'est vraiment assez énorme. Ensuite, toujours d'autres recherches. On en a une qui se passe cette fois-ci à l'université de Tokyo. Celle-ci, elle permettrait de capturer un rêve, entre guillemets. Donc, on a des neuroscientifiques dans cette université qui ont posé les bases d'une technique qui permettrait de décoder les rêves. Donc, pour ça, ils ont enregistré l'activité cérébrale d'environ 200 dormeurs. Et en observant l'activité cérébrale des 200 volontaires, il y a une intelligence artificielle en fait qui a réussi à reconstruire à peu près ce qu'ils voyaient. Bon, alors j'ai pas regardé exactement les résultats, mais je pense que c'était pas très clair, mais du coup c'est quand même une première étape dans ce type de recherche et de technologie. Donc qui sait, peut-être dans le futur en fait, on peut très bien imaginer que vous pourrez vous revoir vos rêves dans un écran. Et ça pourrait aussi ouvrir la voie, une voie totalement inédite à tout ce qui concerne les arts clairement, que ce soit au niveau de la musique, de la peinture, etc. Beaucoup de choses qui seraient possibles. Ensuite, un truc un peu plus flippant cette fois-ci, c'est l'influence du rêve. Alors là, ça se passe au MIT. Donc le contrôle des rêves, il a carrément franchi un autre palier. Donc là, on a aussi une équipe de neuroscientifiques du MIT qui sont parvenus à introduire certains contenus dans des rêves de participants. C'est flippant, comme je disais. Ça s'est passé en 2018. En fait, ils ont créé un bracelet que vous voyez à droite. C'est un bracelet qu'ils ont dénommé Dormio. Donc Dormio, en fait, il a pour but premier de servir d'interface entre le rêve et le réel. Les chercheurs, ils ont mené cette étude pendant à peu près 2 années, avec des séries d'expériences, du coup dans le but d'influencer et de manipuler les rêves de la personne. Et l'expérimentation, elle a été effectuée comme les Japonais, je ne sais pas si je l'avais dit, mais pour les Japonais, en fait, ils se sont basés sur la première phase de sommeil, celle d'hypnagogie, c'est-à-dire celle où les images apparaissent, tout ça. Eux aussi, au MIT, ils ont fait à peu près pareil. Ils ont mené les travaux pendant cette phase-là. Comme les personnes se trouvant dans cet état un peu à mi-chemin entre le rêve et la conscience, ils restent sensibles à certains éléments extérieurs. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, le son, la lumière, tout ça. Et c'est ce qui permet aux scientifiques de créer une espèce d'incubateur de rêve pour influencer les dormeurs. Donc le bracelet Dormio, comment ça fonctionne? Ça se place en fait sur votre poignet et aussi entre les doigts. Il envoie des signaux sonores pour changer les rêves. Donc pendant l'expérience qui a été menée, ces signaux, c'était des phrases, par exemple, rappelle-toi de penser à un arbre, ou n'oublie pas d'observer tes pensées, etc. C'était des trucs qui étaient préenregistrés. Et donc lorsque le sujet il s'enfonce dans une phase un peu plus intense du sommeil, Dormio, il envoie ce message. Tu es en train de t'endormir, dis-moi à quoi tu penses, etc. Donc, et là, surprise, il y a environ 67% des rêveurs qui ont rapporté que l'expérience a fonctionné et que leur rêve a été influencé par les audios. Par exemple, on a une personne, d'un coup, la pensée de l'arbre, elle s'est immiscée dans le rêve. Un autre, il rêvait d'une voiture qui s'est transformée en arbre. Donc, l'expérience, elle est assez concluante pour le moment. Ils sont en train de continuer le développement de cette technologie. Donc du coup, on pourrait se dire, mais transformer les rêves, ok, mais pour quelle raison? Donc les champs d'application, il faut savoir qu'ils ne manquent pas, que ce soit les travaux sur les cauchemars, comme je disais tout à l'heure, les patients atteints de troubles de stress post-traumatique, les apprentissages aussi des langues durant le sommeil, parce que du coup, on enregistre plus facilement, ou encore même la recherche sur la créativité.
on trouve une pléthore de bonnes raisons d'exploiter la technologie. Mais après, du coup, il faut pas oublier que il peut y avoir aussi des détournements et à des fins manipulatrices. Donc peut-être dans l'armée, un jour, on va interroger en fait des périodes en phase de sommeil parce elles auront moins de résistance et du coup, on va pouvoir choper des informations plus facilement. Et aussi dans le futur, si ça se trouve, on pourra carrément vous influencer. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Donc ensuite, on va passer un petit peu au rêve lucide de manière pratique. Donc on va voir en fait les différentes méthodes d'induction. Donc ce que l'on appelle les méthodes d'induction, en fait, ce sont des techniques pour rentrer dans un rêve lucide. Donc on a la première méthode qui s'appelle DILD, en anglais Dream Initiated Lucid Dream. Donc le rêveur, en fait, tout simplement, il prend conscience qu'il est en train de rêver alors qu'il est déjà en train de rêver. Vous rêvez et d'un coup vous vous dites ah ben je rêve, vous êtes dans un rêve lucide. Donc c'est un peu la technique de base, on va dire, celle qui vous est sûrement déjà arrivée si vous avez fait des rêves lucides. Ensuite la deuxième, on a le Wild. Donc le Wild c'est Wake Initiated Lucid Dream. Donc là, le rêveur, il reste conscient au moment de l'endormissement, pendant la phase d'hypnagogie, et il entame directement un rêve. Donc ça, c'est les rêves lucides qui sont les plus durs à réaliser, mais c'est aussi ceux qui sont décrits comme étant les plus vivants par les rêveurs lucides. Alors moi, pour l'anecdote, j'en ai fait une seule fois dans ma vie de ce type de rêve. Donc j'étais allongé en fait dans mon lit. Je commençais à avoir un peu cette phase d'hypnagogie où j'avais des images et tout qui commençaient à apparaître. Et en fait, j'avais la lumière de ma chambre. Et je sais pas pourquoi, la lumière de ma chambre, dans mon esprit, ça a commencé à se transformer un peu en lampadaire. Et je me suis senti comme aspiré dans le rêve à ce moment-là, tout en gardant ma lucidité. Et en fait, en un instant, je me suis comme retrouvé projeté dans le rêve. C'était assez énorme du coup. Mais ça, j'ai réussi qu'une seule fois dans toute ma vie. Donc après, il faut sûrement... Moi, j'ai pas fait moi non plus beaucoup de techniques, etc. C'est souvent par phase. Des fois, il y a une année où je vais en faire pendant quelques mois, et après, je vais faire moins de techniques, moins de mémo, etc. Et je vais moins en faire. Mais du coup, je pense que si on s'entraîne bien, c'est possible de réaliser cette technique. Ensuite, on a le MILD, donc le MILD, Mnemonic Induction of Lucid Dreams. Donc ça, c'est une méthode d'autosuggestion. C'est une technique qui marche très bien. Dans la journée, par exemple, vous allez vous suggestionner que le lendemain, vous allez vous réveiller avec le souvenir de votre rêve. En fait, on se persuade pour que le prochain rêve soit lucide. Lorsqu'on se réveille d'un rêve, du coup, le revivre en imaginant qu'il a été lucide de façon à provoquer la lucidité dans le suivant. Ça, c'est le psychophysiologiste américain Stéphane Laberge qui a inventé la technique. Il a fait pas mal d'expériences dans les années 70 et du coup à la fin il a prouvé que la méthode allait fonctionner. Elle est pratique et idéale pour les débutants. Stéphane Laberge, pour l'anecdote, c'est aussi un des auteurs d'un des livres majeurs sur le sujet qui s'appelle Exploring the World of Lucid Dreaming. Ensuite on a une autre technique, le WB2B, Wake Back to Bed. Donc en fait, cette technique-là, ça consiste principalement à programmer un réveil forcé. Par exemple, dans la nuit, vous allez mettre votre réveil à 3-4 heures du matin. Alors c'est une technique qui demande un peu d'effort du coup, et qui peut aussi vous fatiguer, donc faites-le plutôt le week-end. Donc en fait, vous allez programmer ce réveil, et après, vous allez faire une petite pause comme ça. Vous allez, par exemple, aller vous installer dans votre lit. Vous allez faire un peu de lecture, généralement par exemple 30 minutes, et vous allez vous rendormir. Et en fait, cette technique-là, ça facilite grandement la technique qu'on a vue un peu avant, la Wild, celle où vous rentrez directement dans le rêve. Du coup, c'est plus facile de faire un rêve lucide et plus facile de faire cette technique-là quand vous avez fait cette technique de Wake Back to Bed. Voilà. Ensuite, on a aussi une autre méthode, celle-là c'est le field, je l'ai découverte récemment. Non, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est une technique avec des mouvements de doigts pour induire un rêve lucide, mais je vais vous laisser vous renseigner si ça vous intéresse. Après, du coup, mes propres conseils, il existe un peu des techniques plus accessibles, même si le mild pour le coup c'est pas mal. Moi, ce que je fais souvent, c'est avant de m'endormir, je me répète.
Je vais faire un rêve lucide, je vais faire un rêve lucide. Et aussi toute la journée, c'est important, par exemple, de se répéter cette phrase-là toute la journée, je vais faire un rêve lucide, ou est-ce que je suis en train de rêver, est-ce que je suis en train de rêver. Et en fait, cette question-là, peut-être que vous allez vous la reposer en rêve. Et le truc, en fait, c'est que vous aurez jamais de doute sur cette question dans la vraie vie. Le seul moment où vous allez avoir ce sentiment de doute, c'est dans le rêve. Et c'est à partir de là que vous allez comprendre que vous êtes dans un rêve lucide. Dans un rêve, vous allez pouvoir faire un rêve lucide. Il y a d'autres techniques, par exemple, qui marchent un peu comme ça. C'est, par exemple, tout ce qui peut être mémotechnique. Donc, vous pouvez très bien marquer vos doigts d'un point ou autre. Un truc, du coup, que vous allez voir toute la journée. Et à chaque fois que vous allez voir ce point, en fait, vous allez avoir directement un lien avec cette question-là ou ce truc mémotechnique qui vous fait vous rappeler que vous devez faire un rêve ce soir, lucide. Donc ça marche plutôt bien. Mais voilà, le truc de se répéter la phrase 10 minutes avant de dormir, ça marche très bien aussi. Il faut faire aussi des tests de réalité en rêve. C'est beaucoup préconisé en fait. Par exemple, vous allez vous pincer le nez, vous fermez la bouche et vous allez tenter de respirer. Ben, dans le rêve, en fait, vous allez voir que vous respirez quand même. Donc, logiquement, vous allez comprendre que vous êtes dans un rêve. Il y a aussi, par exemple, les miroirs dans les rêves. Si vous commencez à regarder un miroir, vous verrez toujours que dans les rêves, c'est soit flou, soit en fait c'est quelque chose d'inattendu ou de pas logique. Donc vous allez comprendre aussi là que vous êtes dans un rêve. Des fois aussi en regardant les mains, par exemple, peut-être que vous allez avoir 5 doigts 6 doigts pardon, au lieu de 5 ou 4. Et donc là aussi, c'est un test de réalité. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un rêve. Il y en a beaucoup qui préconisent de tenir un cahier de rêve. Le cahier de rêve, il est assez important. Ça peut pas mal aider. Vous notez vos rêves et en fait, régulièrement, vous allez passer en revue votre journal à la recherche de modèles parce qu'on a du coup des thèmes ou des personnes qui reviennent sans cesse dans les rêves et du coup, à force, vous allez arriver à savoir quel type d'action se présente dans vos rêves. Vous allez pouvoir faire un test de réalité plus facilement. Globalement, plus vous serez conscient des signaux, plus vite vous serez en mesure de les identifier, les rêves. Il y a aussi un autre petit truc, c'est les jeux vidéo. Ça va faire plaisir à pas mal de monde. Mais quand on joue aux jeux vidéo, apparemment, enfin pas apparemment, puisqu'il y a eu même des recherches, notamment une étude en 2017, qui a démontré que jouer aux jeux vidéo, ça facilite les rêves lucides. Cette corrélation, après, elle est un peu logique parce que la plupart des joueurs des jeux vidéo, ils agissent comme si le corps virtuel, c'était leur corps physique. Alors ça aide un petit peu. Et là, du coup, l'étude qu'il y avait eu, je crois, en 2017, c'est que notamment le casque de réalité virtuelle, ça aide beaucoup pour les rêves lucides. Beaucoup plus que simplement jouer à des jeux vidéo. Et le casque de réalité virtuelle, ça aide pas mal. On va parler un petit peu aussi des outils qui peuvent aider à faire des rêves lucides. Donc là, je vais vous en citer quelques-uns, quelques produits. Je vous ai mis aussi d'ailleurs dans le Discord, dans les ressources, certains liens. Alors le premier, c'est la galantamine. Donc en 2018, ça a été démontré que la prise en plein milieu de nuit de 8 mg de galantamine multiplie par 3 les chances de faire un rêve lucide en s'endormant. Donc la galantamine, qu'est-ce que c'est? C'est un alcaloïde, premièrement extrait des fleurs d'une plante qui s'appelle la Galanthus caucasicus. Cette molécule, elle est commercialisée sous le nom de Réminil. Donc ça, c'est utilisé principalement dans le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer. Donc attention, la galantamine ou le Réminil, c'est un médicament qui est soumis à prescription médicale. Mais vous allez voir que dans les liens que je vous ai mis, il y a un site qui propose un produit à base de galantamine. Donc ça, après, j'ai pas testé ces produits-là, mais j'ai voulu les mettre au cas où ça pourrait aider. Mais je pense que j'achèterai peut-être un ou deux produits, un ou deux de ces outils pour tester. Ensuite, on a la racine de rêve africaine, Silène capensis, pardon. Donc la Silène capensis, elle est connue sous le nom de racine de rêve africaine. C'est une plante d'origine du Cap-Est d'Afrique du Sud. Elle est consommée depuis des siècles en fait par les chamans pendant les rituels, tout ça, et ça augmente la qualité des rêves, voire des fois la lucidité. Ensuite, on a aussi des pilules. Bon, j'ai trouvé ça par exemple, il y avait je fais un peu la promo du truc, même si je connais pas le produit du coup, donc c'est peut-être un de ceux que je vais acheter pour le tester, mais j'ai vu qu'il y avait un site
qui vendait des pilules. Alors après, est-ce que ça a un réel effet ou est-ce que ça induit peut-être un effet placebo? Je sais pas, j'ai regardé un petit peu les commentaires, c'était mitigé, même s'il y avait plus de personnes qui affirmaient effectivement que ça avait aidé. Alors apparemment, quand on prend aussi ces pilules-là, il y a un temps qui dure, je crois, quelques jours ou 1 ou 2 semaines ou peut-être légèrement plus, où en gros, vous allez faire des rêves où vous vous souvenez quasiment plus de rien. Et c'est après cette phase-là, apparemment, que ça commence à vraiment agir, le produit. Ensuite, on a aussi des masques de rêve lucide. Donc ces masques-là, ça envoie des signaux lumineux devant vos yeux pendant la nuit et apparemment ça aiderait du coup à provoquer un aperçu ou un test de réalité virtuelle. Et pour finir, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup jouer à des jeux en réalité virtuelle, apparemment c'est plutôt pas mal pour, euh, pour induire un rêve lucide. Alors pour finir, du coup, on va faire un petit challenge ensemble, un challenge lucide pour ceux qui veulent s'entraîner et pourquoi pas devenir des rêveurs lucides. On va faire des travaux pratiques. Il y aura plusieurs, je vais vous donner peut-être des idées de choses à faire durant vos rêves. Et en fait, celui qui aura réussi un petit peu à tous les reproduire sera le champion des rêves lucides. Donc je vais vous donner quelques idées de trucs qui sont chouettes en tout cas que j'ai déjà pu faire pendant les rêves. Par exemple un truc qui est assez perturbant et du coup c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait des études sur ça, c'est le fait de compter dans ses rêves. J'ai pas trouvé d'études mais en tout cas sur le sujet mais je suis pratiquement sûr à titre personnel que quand je compte dans un rêve le temps il s'écoule différemment par rapport à la réalité. Quand je fais 1, 2, 3, 4 dans mon rêve, je pense, j'en suis pas sûr du coup, mais je pense que le temps il s'écoule différemment. Il s'écoule peut-être soit plus lentement, soit plus rapidement. Je pense peut-être qu'il s'écoule beaucoup plus lentement à titre personnel. Et après j'ai des cas aussi, par exemple autour de moi, de certains faits, notamment un proche qui du coup avait eu une période de somnolence devant moi de quelques secondes, je crois que c'était 30 secondes, et il avait décrit tout un rêve en fait qui paraissait assez complexe. Du coup, c'est vrai que peut-être que le temps s'écoule beaucoup plus lentement dans les rêves. Et si dans un futur lointain, du coup, on arrive à vraiment faire des percées scientifiques dans ce milieu-là, qui sait, peut-être qu'on pourra maintenir un état de, de lucidité dans les rêves, un peu comme notamment dans le film de Leonardo DiCaprio, où on pourra faire pas mal de choses, voire vivre plusieurs années dans un rêve, pourquoi pas, même si à mon avis ça doit bousiller pas mal le cerveau. Donc ça, compter dans ses rêves. Après, il y a aussi voler. Donc voler, clairement, c'est un gros sentiment de liberté. Si je peux vous donner des conseils, du coup, pour voler, parce qu'au début, ça va être très dur, en fait. C'est surtout mental, en fait, ce qui se passe dans les rêves lucides. Il faut vraiment vous persuader que vous êtes le maître de votre rêve et que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Donc, voler comme Superman, c'est un peu compliqué au début. Moi, ce que je fais souvent au début, c'est que je reproduis en fait la brasse dans la piscine quand vous faites la nage de la brasse. Ben, vous faites ça dans les airs et en fait, déjà, rien que le fait avec vos mains et vos pieds de provoquer un mouvement d'air, mentalement, ça va être plus simple pour se déplacer dans les airs. Par contre, au bout d'un certain moment, ben, vous allez peut-être arriver à voler comme Superman, mais tout est dans la tête. Si vous dites je vais avancer, je vais rester dans les airs, ça va marcher. Ensuite, pourquoi pas faire apparaître un dragon et voler sur son dos. Du coup, ça simplifie aussi le process de vol parce que là, à partir du moment où vous faites appel en fait à des personnes différentes de vous-même, c'est plus facile parce que pour vous, forcément, si vous dites à un dragon, ben, vole avec moi, il va voler avec vous. Et inconsciemment, ça va être beaucoup plus facile. Après, on va pas se mentir aussi, ça peut libérer une part de votre sexualité puisque vous pourrez faire un peu tout ce que vous voulez. Au niveau des sensations, ça peut être presque similaire des fois. Après, ça va dépendre aussi de votre vécu personnel sexuel. Parce que si vous avez vraiment bien conscience de telle chose, produit telle chose, votre cerveau il va un petit peu le reproduire malgré tout. Ensuite, pourquoi pas aussi un truc très intéressant qui est un peu flippant aussi, c'est personnifier votre subconscient, votre inconscient.
Du coup, c'est un petit peu faire apparaître quelqu'un qui serait l'image de votre subconscient. Chez moi, c'est souvent un vieux mage, par exemple, c'est bizarre. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir poser des questions qui vous tiennent à cœur. Et étonnamment, souvent, les réponses, en fait, c'est un petit peu ce que vous pensez de manière cachée ou inconsciente. Un truc qui peut être drôle aussi, c'est de tout simplement apprécier la beauté des paysages. Tout est beaucoup plus beau parfois dans les rêves. Je sais pas comment l'exprimer, mais les couleurs, c'est vraiment quand vous êtes dans un rêve lucide et que vous observez précisément un endroit ou quelque chose ou un objet, etc. On se rend compte que le cerveau, il est vraiment fort parce qu'il est vraiment capable de reproduire quasiment à la perfection les couleurs, voire parfois d'y mettre des tonalités totalement différentes. On peut aussi vous regarder dans un miroir. Bon, ça, c'est un des tests de réalité que j'ai mentionné tout à l'heure, mais vous verrez que souvent, le miroir, il va refléter quelque chose de bizarre. Alors, par contre, tout ce qui est objet, en fait, comme je disais tout à l'heure, ça va vous permettre de faire plus facilement des choses. Par exemple, si vous voulez vous téléporter dans un endroit, vous faites apparaître soit un portail, soit parfois une porte ou un miroir, et vous passez à travers. Et plus facilement, votre inconscient, il va développer une nouvelle map en quelque sorte. Et en quelques secondes, vous pouvez vous retrouver du désert aux Bahamas, quoi. Donc voilà. Vous pouvez aussi voler, ça je l'ai déjà fait dans l'espace. Donc c'est assez marrant.